génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Durant la prochaine heure, on va parler de littérature. On va aussi parler de la modernisation des langues officielles ici au Canada. Et tout de suite, pour commencer, on va parler d'un projet intitulé « Le griot en moi ». Je suis africaine, tout le monde peut le savoir. Je sais que le griot, c'est quelqu'un qui annonce de bonnes nouvelles ou qui fait l'éloge de certaines personnes. Mais tout d'abord, là, on est juste curieux de savoir le projet Le griot en moi, il vient d'où? En fait, c'est une subvention qu'un organisme à but non lucratif, OBA, à Ottawa, on a reçue. Okay. De la part de Archives Canada et de la ville d'Ottawa aussi, qui sont un de nos partenaires. Okay. C'est fait dans l'objectif de mettre en archive des personnalités noires marquantes de la communauté d'Ottawa, okay. Mais aussi pour faire en sorte que ces personnes-là puissent raconter leur histoire, parce que c'est ce qu'est un griot. Un griot, c'est aussi quelqu'un qui raconte une histoire pour passer cette histoire-là à la prochaine génération. D'accord. Donc, ce projet-là, c'est clair que c'est un projet d'envergure. Parce que des personnes qui ont marqué comme la communauté noire, je suppose qu'il y en a beaucoup. Énormément. On a fait une liste, puis notre objectif, c'est de les rencontrer tous. C'est très difficile. Une liste, là, tu me parles de combien de personnes à date? Sur la liste, en ce moment, il y a plus de 160 personnes. Hey boy. On a contacté une centaine de personnes. On essaie de accommoder les horaires pour tout le monde, mais c'est pas facile. C'est pas facile, j'imagine. Et puis ces 160 ou 100 et quelques personnes là, ils n'ont pas tous évolué dans le même domaine, comme je suppose qu'il y a différents domaines. Oui, non, il y a beaucoup de domaines. En fait, on essaie de toucher le plus de domaines possible pour faire en sorte qu'on rencontre des artistes. Et artistes, on parle tant d'art visuel que art de la scène, donc chant, aussi des photographes. On rencontre aussi des écrivains, on rencontre des politiciens. À Ottawa, il y a le premier chef de police noire de la communauté. Ouais. On veut le rencontrer aussi. Donc, on veut vraiment toucher les différentes sphères de la communauté pour rencontrer toutes ces personnes-là. Puis là, le projet, il a été fait ou conçu dans le but de célébrer le mois de l'histoire des Noirs, si je le dis bien, c'est bien ça. Le fait qu'il va durer tout le long du mois de février. Est-ce qu'il va aller au-delà? Il va aller au-delà. Parce que 160, on ne peut pas comme... Non. Février, c'est court. Février, c'est le mois le plus court de l'année, donc c'est encore plus difficile. En anglais, il y a l'expression « beyond 28 », donc passer le 28. Ouais. Donc, nous aussi, notre objectif, c'est de faire en sorte que ce projet-là continue pour que le mois de l'histoire des Noirs soit pas juste un mois, mais vraiment toute une année qu'on continue à célébrer ces personnes-là qui ont changé. Exactement. Aussi quelque chose dans la communauté. Est-ce que, jusqu'à date, puisqu'on a 160 personnes, il y a toujours, ça dure toute l'année. Est-ce que les gens peuvent, comme s'ils nous regardent, se disent, OK, je connais quelqu'un qui a une belle histoire à raconter, ils peuvent juste vous contacter, c'est ça? Oui, sur nos réseaux sociaux, c'est The Griot in Me. Okay. Sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Vous pouvez toujours nous contacter. Si vous avez des histoires à raconter, des gens que vous connaissez qui méritent qu'on les célèbre et qu'on les mette dans nos archives, pour passer justement leur histoire aux générations futures. Ça nous ferait plaisir d'aller les rencontrer. Parfait. Bon, qu'est-ce qui s'en vient là? C'est le samedi, c'est ça? Le samedi 8 février, il y a l'ouverture officielle du griot en moi, parce que vous allez présenter tout le travail fait depuis un bout de temps là, à toute la communauté. Puis c'est un événement qui est gratuit, hein? Ouais? Oui, c'est un événement gratuit. Il y aura de la nourriture, il y aura des performances. Le griot, c'est... Des performances comme musicales? Musicales. Okay. Il y aura des artistes de la région comme Reine Dara et Timal Garnier, ils vont performer. Il y aura aussi, en tant que... L'événement s'appelle le lancement du griot en moi. Oui. Il y aura évidemment des griots qui seront là pour raconter leur histoire. Donc, il y aura des raconteurs. On va pouvoir partager et découvrir beaucoup d'histoires sur la culture. Il y aura aussi des performances de danse et d'un peu partout, comme africaines? Exactement. Africaines.
ils vont pouvoir nous faire découvrir leur culture et nous enseigner aussi. Donc, c'est vraiment un workshop, sous forme de workshop, sous forme de classe que les gens pourront participer aussi à cette danse-là. Et tout au long de la journée, il y aura des expositions d'art aussi et de la nourriture servie gratuitement. D'accord. Ça commence à quelle heure? Ça commence à 11h samedi et c'est jusqu'à 16h samedi. Jusqu'à 16h samedi et c'est gratuit. On aime bien ça, là. On aime bien entendre ça, que ce soit gratuit. Je suis juste curieuse de savoir si tout... Jusqu'à date, vous allez présenter combien de personnes pour ce 8-là? Cette journée-là seulement? Oui, cette journée. Il y a une dizaine de personnes qui seront présentes sur scène, qu'on fera découvrir à la communauté. Des artistes, comme j'ai dit, des raconteurs et des politiciens aussi, des membres influents de la communauté. Une journée très intéressante, ça annonce. Oui. Et puis, comme tu as dit, c'est gratuit, mais les réseaux sociaux, est-ce que c'est juste envoyer un messenger ou je sais pas si vous avez un numéro de téléphone? On a un numéro de téléphone qu'on peut rejoindre. Il est disponible sur le Facebook? Il est disponible sur le Facebook aussi. Il y a plusieurs numéros. On peut nous appeler, on peut nous rejoindre au 819-230-6161. Ça, c'est le numéro pour rentrer en contact avec l'équipe marketing. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il nous manque peu de temps, mais moi, je vais inviter les gens à la maison à visiter le Facebook de Griot & Me pour avoir plus d'informations. Ce sera juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Triard, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre 2 vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous savez qu'on parle toujours de défendre les droits des francophones et puis il y a plein de débats qui sont autour de cette question-là. Et aujourd'hui, je vais discuter avec Elisabeth Allard, elle est membre du conseil d'administration à Dialogue Canada. Puis avec vous, on va essayer de voir comment vous travaillez sur le dossier de la modernisation des langues officielles. Bien, on s'en inspire évidemment comme... des études qui ont été faites jusqu'à date pour moderniser la loi des langues officielles. Il faut vraiment la mettre à la saveur du jour, là, parce que la société a changé beaucoup. La technologie a changé. Et puis, évidemment, il faut aller au-delà de voir ça comme une chose du gouvernement seulement. C'est quelque chose que la communauté doit participer. Je vous disais ça tantôt, même avant l'émission. On a eu M. Jolin Delafaux il y a 2-3 mois. Et puis, il me disait que la loi, en fait, elle date des télégraphes, en fait. Donc, il y a beaucoup de choses là qui sont désuètes, qui ont vraiment besoin d'être changées là. Puis, qu'est-ce que vous voulez à cette heure, en 2020? Qu'est-ce qu'on veut vraiment changer dans cette loi? Bien, on veut surtout... Il y a plusieurs recommandations qui ont été faites. Et nous, on est d'accord, Dialogue Canada est d'accord avec la plupart de ces recommandations-là. Mais évidemment, on veut que vraiment la responsabilité de la mise en œuvre de la loi soit donnée à une agence centrale. Alors, ça met un peu plus de force.
Ouais, ça, c'est Et tellement puis, le deuxième aspect, évidemment, c'est que les communautés soient impliquées, soient consultées. OK. Les Parce que régions je pense pas qu'il y ait- différentes. oui, à part les organismes qui défendent la francophonie, qui en parlent très souvent, on n'est pas vraiment sûr que le message il est vraiment étendu à toute la communauté. Exactement. Alors, c'est le but de la modernisation. Oui, c'est ça. Alors, vous, on m'avait dit un peu qu'est-ce que vous voulez, que ce soit confié à quelque chose de central. Oui, ça c'est très important aussi, il faudrait le mentionner. Ensuite de ça, que la communauté soit impliquée dans cette modernisation-là. Alors, qu'est-ce que vous faites à Dialogue Canada pour que nous autres, on soit intéressés déjà et vraiment impliqués dans cette modernisation-là? Bien, on veut mettre en place, on commence, c'est un balbutiement là, à l'heure actuelle. Mais, Les débuts sont toujours les meilleurs, là, c'est bon, pour les bonnes causes. mais on veut faire des conférences, on veut donner des conférences. Alors, avoir des gens qui ont travaillé, évidemment, nous, notre mission Dialogue Canada, c'est pour la grandeur du pays, c'est pour tous les Canadiens, de toutes les origines. Ouais. Et puis, alors, ça, on parle de dialogue, Oui, ça, on s'appelle bien, en fait. Et puis, on voudrait avoir des gens qui viennent nous donner une bonne réflexion sur l'évolution, par exemple, du programme des langues officielles au pays. On a parlé on a pensé M. Graham Fraser, mais là, je le dis sous... On y pense, c'est pas comme définitif. Oui, un petit peu respectueusement, parce qu'on ne les a pas avertis vraiment. D'accord. L'autre chose aussi, une autre conférence qu'on aimerait avoir, c'est parler de l'évolution des relations entre le Québec et le reste de la francophonie au Canada. Alors, peut-être un conférencier comme Benoît Pelletier, ça serait intéressant. Je ne sais pas s'il nous écoute. Et, le message va sûrement passer quelque part. Madame Diane Adam, évidemment, avec toute l'histoire là, sur l'université francophone. Elle peut nous donner un aperçu aussi de l'avenir, là, mais comment ça va se prolonger, cette affaire-là. François Boileau, évidemment, parce qu'on est ici en Ontario. Alors, M. Boileau peut venir nous parler un peu de l'évolution aussi et où on s'en va, la francophonie Ouvrir en un peu Ontario. nos yeux, là, en fait, parce que j'ai pas l'impression que tout le monde soit informé au même niveau. Je parle surtout de la communauté. Non, c'est vrai. Et puis, on voit beaucoup de choses dans les médias, évidemment. Alors, chacun a son opinion. Mais je pense qu'on est capable d'avoir des conférences pour les anglophones aussi, les francophiles. C'est intéressant parce qu'il y en a de plus en plus. Ouais. Puis on est Dialogue Canada, alors on s'occupe vraiment d'informer et de faire la promotion auprès des deux groupes linguistiques et des autres populations ethniques et autres. J'aime comment vous travaillez parce qu'en fait, c'est ça que je disais tantôt, on n'est pas au même niveau d'information, mais grâce à ces conférences qui sont en cours de préparation, ne sont pas définitives, ça permettra à la communauté d'en savoir un peu plus et puis de pouvoir mieux faire ses choix. Oui. Alors, si on y pense déjà, c'est quel format que vous voulez donner à ces conférences-là? Vous allez juste les annoncer, inviter le public ou ça sera vraiment sur invitation? Je ne sais pas trop. Bon, on va inviter le public. On n'a pas vraiment fait de concept. Le comité commence, là. Mais certainement, oui, le public définitivement, parce que c'est justement, il faut les informer. À part de ça, on a des organismes, différents organismes. On peut faire des partenariats aussi avec des organismes. Est-ce que vous avez déjà pensé à quand est-ce que ça pourrait commencer, ces conférences? On aimerait au printemps, là, que ça commence au printemps, les échelonner. Mais évidemment, je sais que tout le monde est bien occupé en mars et avril, mais tout de même, le plus tôt possible. Alors, évidemment, ça dépend toujours de la disponibilité aussi des gens qu'on veut choisir comme conférenciers. On verra. Il y a beaucoup, on a discuté un peu tout à l'heure, puis vous m'avez dit, oui, vous parlez au nom de Dialogue Canada, mais Dialogue Canada, ça prend beaucoup de personnes qui ont différentes opinions et qui se mettent ensemble, et puis comme le nom le dit, qui dialoguent pour trouver un bon consensus. C'est ça. Vous avez travaillé beaucoup aussi sur l'histoire de les services francophones, ou en tout cas des deux langues, dans les deux langues. Selon vous, pour la modernisation, c'est quoi le point sur lequel on devrait vraiment presser? Que ce soit dans le domaine de la santé ou de l'éducation, ce serait quoi pour vous?
Ben, c'est un peu dans tous les domaines. Comme je disais tantôt, il faut que ça aille à une agence centrale. Okay. Maintenant, évidemment, c'est dans tous les domaines, que ce soit santé, logement, la loi doit s'appliquer. Les tierces parties, par exemple, ça, c'est primordial. Pas seulement on fait des contrats, le gouvernement fait des contrats, les communautés donnent des contrats. Les tierces parties doivent être tenues responsables aussi, doivent être de leur dire, exiger que les services soient donnés dans les 2 langues officielles. Ça, c'est vraiment, ça prend ça. En tout cas, merci beaucoup. Les conférences, elles sont en préparation. Dès qu'elles seront prêtes, nous, on est prêts à vous accueillir pour en parler un peu plus. Oh, certainement, madame. Merci. Ça nous fera un plaisir de revenir. Merci beaucoup, Elisabeth. Et nos salutations à Triva qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, j'imagine. Alors, vous à la maison, si vous voulez avoir plus d'informations sur le rôle de Dialogue Canada et pourquoi pas participer aux futures conférences qui s'en viennent, www.dialogue-cannes.ca, c'est le site web à visiter. Après la pause, on va pas parler, mais on va être dans la peau des poètes. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Dans la peau des poètes, c'est un roman écrit par Monsieur Jean Dumont qui est avec moi aujourd'hui, qui est un amoureux du français, de la francophonie en fait, on va dire, parce que... Ah oui, en général. En général. Et puis vous êtes ancien prof au Cégep de l'Outaouais. Plusieurs choses. Ancien plusieurs choses. Là, on a discuté, j'étais comme ça, partait dans tous les sens. Là. Oui. Vous avez fait 33 ans dans l'éducation. Hein? Oui, j'ai enseigné pendant 33 ans au Cégep de l'Outaouais principalement, un tout petit peu à l'Université d'Ottawa au début. Et j'ai travaillé aussi un petit peu à la radio, à la télé, pour des chroniques linguistiques, des choses semblables. Mais disons que l'enseignement a été ma fonction la plus importante, si on veut, et puis celle qui m'a évidemment comblé d'une certaine façon. Oh, c'est bon à dire. Oui. Non, j'ai adoré jusqu'à la dernière salle de classe. Même si c'était un peu tannant, là, oui, on a adoré. Ah oui, mais ça en prend. Hein. Sinon, on aurait une classe qui serait moche. Mais... Non, ça prend des écarts partout, tout le temps. Alors ça, c'est ça qui est beau là, dans l'enseignement. Et puis un groupe a une personnalité. Chaque groupe, on a 4 groupes par session, par exemple, parfois. Et ça peut varier entre 25 et 35, 40 élèves. Et il faut saisir le groupe, il faut voir qui il est. Il a sa personnalité, ce groupe-là. Alors, c'est pour ça que vous entendez parfois dire « Ah, la classe aujourd'hui, c'était pas fameux. Ouais. » Parfois, ça dépend d'un individu. Ouais, hein, l'énergie qui émet, là, absolument. Ça peut tout changer. Alors, les gens vont forcément vous reconnaître, là, que les gens qui nous regardent, parce que vous avez été à l'émission des mots et des mots, qui est passée sur Radio-Canada, et bien évidemment. Et puis, je voulais juste vous demander, parce que vous êtes aussi le concepteur de cette émission à la base, comment vous avez pensé à ça? Ah, c'est un hasard.
Ah, c'était un jeu, là, je vous disais, là, j'ai essayé hier, j'étais fâchée, là. J'étais fâchée, je me trompais à chaque fois. Non, tout ça est un peu un hasard parce que j'avais été approché dans un premier temps par Normand Latour, qui travaillait à Radio-Canada, qui avait une émission qui s'appelait Ce soir en couleur. Et il cherchait quelqu'un pour faire une petite chronique linguistique. Et puis, on avait un ami commun. Bon, finalement, pour faire ça bref un tout petit peu, je rencontre Normand. Et entre lui et moi, ça a cliqué tout de suite. OK. Alors, ça a été automatique. Comme ça. Et puis, j'ai fait donc des petites capsules linguistiques avec lui. Et puis, un soir, il me dit, tu n'aurais pas une idée pour un jeu questionnaire sur la langue française? Moi, je lui dis, ben oui. Mais je n'en avais aucune. Puis, alors, j'arrive chez moi. Puisque vous l'aimez, vous allez trouver ça. Oui, mais je me suis dit, ça va venir à un moment. Alors, j'arrive chez moi, puis je dis, bon, ben maintenant, il faut que je trouve une idée. Et puis, je me suis mis au travail. Et puis, je suis arrivé 2 semaines après, je crois, avec un projet. Et puis, on a travaillé sur le projet ensemble, Normand et moi. Et il y a eu une équipe. Et puis, ça a parti comme ça, puis on a fait 5 ans. Mais disons que la recherche, les questions, ça, c'était moi qui s'en occupais. Les mots, mon Dieu, il y a des mots, oui. Oui, et puis il y avait en moyenne par émission, on devait passer, je sais pas moi, 40, 50 questions, mais il fallait que j'ai un bagage parce que les gens pouvaient choisir la catégorie qu'ils voulaient. Alors, puis ça il fallait demandait toujours que vous donniez la signification, l'origine. Oui, des explications et tout. À chaque fois, je me demandais comment vous faisiez, en fait, à chaque fois. Oui, c'est des étapes de mémorisation aussi, puis à force de travailler là-dessus, on finit par l'avoir quand même pas si mal. Et puis, on s'expose parfois à des erreurs, puis c'est normal aussi, mais il faut vivre avec ça. Alors, parfois, on peut donner une explication, ça va peut-être trop vite, et puis on se dit, ah, non, j'aurais pas dû dire ça, mais c'est comme ça. Alors, ce serait bien de penser à une autre émission comme ça dans le genre, hein? Parce que je pense que, oui, la francophonie, oui, on parle de français et tout, mais souvent, notre langage n'est pas si soutenu qu'auparavant. Il y a des mots qui nous manquent. Oui, mais il y a aussi, je pense, le fait que, bon, c'est sûr, il faut tenir compte de notre réalité, c'est-à-dire qu'on est peu de francophones dans cette marée, et on va toujours devoir mener un combat, à mon avis. Je pense que comme on parlait tantôt avec la Et puis, pour moi, ce qui est important, c'est pas tant de dire aux gens, il faut dire ci, il faut dire ça. Il faut s'amuser avec la langue. Et c'est comme ça, on va développer l'amour de la langue chez les gens et non pas la contrainte de la langue chez les gens. Ça, c'est tellement Quand vous parlez aux gens, tout le monde va vous dire « Ah, c'est compliqué la langue française. » Oui, complexé, c'est certain, mais je ne suis pas certain que le mandarin est plus facile, là. Je veux dire, bon, alors, bon, c'est ça, il y a des contraintes. On dit tout le temps, il y a beaucoup d'exceptions, plus qu'en anglais. Pas si certain que ça. Il y en a aussi dans toutes les langues. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une langue qui est complexe, mais c'est peut-être ça qui fait sa beauté aussi. Elle est très belle, là, la langue française. Puis là, je suis juste curieuse de savoir, votre amour de la langue française, de l'écriture, est-ce que c'est parti de juste des lectures que vous faisiez quand vous étiez enfant? C'est quoi votre livre que vous aimiez quand vous étiez enfant? Ah, mon Dieu, quand j'ai commencé, j'étais assez jeune, c'était les Bob Moran qu'on lisait. C'est une série, c'est un aventurier avec Bill Ballantine. Et c'était des petits romans. Il y en avait plusieurs. Okay. Et puis c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Puis un peu plus tard, j'ai découvert aussi un peu par hasard, c'est Félix Leclerc avec Adagio Allegro Andante. Et ça il y avait une histoire, entre autres, à la ferme avec un chien qui parlait, bon, etc., qui racontait l'histoire. Ça m'avait frappé. Puis à partir de là, on dirait que j'ai toujours continué à lire. Et j'aimais beaucoup ça, évidemment. Et puis après ça, je suis rentré dans... Bon, j'ai enseigné de la notation, j'ai enseigné plein de choses. Et puis l'enseignement me plaisait, alors je me suis retrouvé dans l'enseignement, voilà. Mais à côté de l'enseignement aussi, il y a eu des... Avant, dans la peau d'un poète, on va en parler, il y a eu d'autres sorties littéraires que vous avez faites. Oui. De la poésie. Oui, il y a eu un recueil de poèmes qui s'appelait Noir, tendre, blanc, en 83-84, dans ces coins-là. Après ça, il y a eu, évidemment, il y a eu les lectures terminales aux éditions David, qui est paru il y a quelques années. Et il y avait eu il y a eu d'autres publications aussi dans des revues, des choses semblables. Il y a eu un livre d'artistes aussi qui s'appelait 8 poèmes infiniment. Et ça a été dans le monde de la publication. Et puis il y a eu aussi le fait que je me suis beaucoup impliqué au Salon du livre de l'Outaouais pendant des années, surtout au début, avec le prix littéraire Jacques Poirier, ces choses-là. Alors j'ai toujours été un peu dans ce milieu littéraire-là. Même à l'université, j'étais là-dedans. On avait une petite revue qui s'appelait Prospectus, qu'on avait créée à l'université. Et après, ça a été l'autre revue littéraire de l'Outaouais qui s'appelait L'à propos, qui a été, je crois, la seule revue littéraire de création qui était sortie. Faites avec des étudiants? Oh non, on était
quatre personnes principalement. Il y avait Marc Pelletier, qui est maintenant aux éditions David, qui était un de mes collègues aussi comme professeur et tout. Il y avait Chantal Motard, qui était aussi une enseignante. Il y avait mon épouse aussi, Sylvie Gauthier-Dumont. Ils ont été les 4 à la base et puis on a mis ça sur pied pour permettre aux jeunes dans l'Outaouais, aux créateurs, poésie, il y avait bande dessinée, il y avait à peu près de tout, qu'ils puissent avoir un endroit où s'exprimer. Et puis c'était cette revue qui a duré pendant quelques années quand même. OK, ça serait peut-être une question piège pour moi, mais peut-être pas pour vous. Oui, dans la peau d'un poète, ça me fait penser directement à peut-être que M. Dumont, il aime plutôt la poésie au roman. Peut-être. M. Dumont, il est évidemment plus orienté vers la poésie au départ. Fait que j'ai trouvé Parce que j'ai enseigné la poésie pendant plusieurs années. Et évidemment, ma spécialité, si on veut, ma spécialisation, même à l'université, était en poésie. Ah, OK. Et ce qui me fascinait, c'était de voir que les gens ont toujours peur de la poésie. Dès qu'on parle de poésie, il y en a qui ont des sueurs froides. Et puis, en partant, c'est toujours de dire « Ah, je comprendrai pas, ah, je comprendrai pas, je comprendrai pas. » C'est compliqué, tout ça. Ben oui. Et pourtant, non, ce n'est pas tant que ça. Ah ouais, il faut juste donner la chance. Il faut juste partir avec une idée, dire, ben oui, je peux comprendre. Regarde, vous êtes intelligent, vous savez lire, vous savez écrire, vous êtes capable de penser, de réfléchir. Pourquoi la poésie ne serait pas accessible? Fait que je vais vous garder avec moi après la pause. Je vais avoir mon cours de poésie personnel. On revient juste après. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. sans réponse. Tu m'as laissé sans aucun indice. Oh, oh, oh. Plus je creuse et plus je m'enfonce. Fais-moi un signe si tu existes. Pourquoi tu joues au lendemain? De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, Dans la peau des poètes, un roman écrit par M. Jean Dumont, paru aux éditions Interligne. On va parler maintenant, en fait, de, on va dire, le processus d'écriture de ça. Oui. Pourquoi vous avez pensé à écrire Dans la peau d'un poète? D'accord. Tout ça est parti d'une idée très simple. J'enseignais la poésie, comme je vous mentionnais tout à l'heure, et mon idée était, je me disais, ce serait intéressant si je pouvais être le poète pour entrer en classe et que les élèves disent à un moment donné, ah, c'est pas Jean Dumont qui est là, c'est Arthur Rimbaud. Comme une Rimbaud, transformation à chaque fois? Oui, à chaque fois. Okay. Et puis j'avais le projet, je commençais à y travailler. Malheureusement, il y a eu une réforme dans le monde de l'éducation au Québec, bien pas une, plusieurs, mais une de celles-là a fait disparaître le cours de poésie. Et donc la partie poésie était intégrée dans un autre cours, et là, ça ne valait pas l'effort parce que c'est énorme. C'est un investissement, ça? Oui, c'est un investissement énorme. Et puis j'étais un peu déçu parce que j'aurais vraiment aimé faire ça, dire aux élèves, ben, c'est Hugo qui est devant vous, puis poser des questions à Victor Hugo, il va vous répondre comme Victor Hugo et non pas comme quelqu'un de la modernité. Et puis l'idée, après ça, je me dis, ben, OK, j'ai pas pu le faire, pourquoi je ne l'écrirais pas de bord? Alors, donc, dans ce cas-ci,
Monsieur Léon de Mazur qui se trouve dans ce livre, c'est pas vraiment de la fiction. Bien, ça en est pas. Mais il y a toujours un fond. On écrit bien ce que l'on connaît, je crois. Alors, évidemment, je suis parti de ce que je connaissais. Et oui, il peut y avoir des ressemblances à l'occasion, mais voyez, Léon de Mazur, le personnage ici, est un Français de France. Et puis, c'est un homme qui fait du théâtre. Et moi, je suis assez loin du théâtre. Et alors, il y a des choses, oui, j'enseignais la poésie, oui, il va enseigner la poésie. Et c'est un peu ce qui lui arrive, c'est-à-dire que lui, après une espèce d'échec au niveau théâtral et dans sa vie amoureuse aussi, s'amène au Québec. Et on lui donne une charte d'enseignement, mais il a le cours de poésie. Il aurait aimé avoir le cours de théâtre, mais ça ne fonctionne pas. Et là, il ne sait pas trop quoi faire. Et l'idée lui vient à un moment donné, bien justement, il enseigne Victor Hugo, il enseigne Baudelaire, il enseigne Rimbaud et Mallarmé. Et il devient ces personnages-là. Un peu comme... Alors, il joue son rôle. Il devient un homme de théâtre et il devient le personnage. Mais il va peut-être pousser les choses un petit peu trop loin. OK, on va pas aller jusqu'à la fin de l'histoire, là. Mais on va se dire que... moi, j'ai essayé de le feuilleter un tout petit peu. C'est vrai qu'on se dit, OK, Monsieur Dumont, c'est quelqu'un qui connaît le français, qui parle le français vraiment soutenu, mais c'est vraiment accessible à tout le monde. Oui, c'est écrit de manière vraiment comme... facile à lire, les dialogues sont vraiment compréhensibles. Oui, et ça a toujours été et ça va toujours être ça pour moi. Il faut que ça reste accessible. Et il faut évidemment qu'on ait du plaisir à lire. Bon, ça ne veut pas dire que parfois il n'y a pas des mots qu'on va aller chercher parce qu'on va se dire, quel est le sens de ce mot-là? Mais c'est pas un concours, là. On n'est pas dans une rédaction de dictée ou je sais pas quoi. Il faut qu'il y ait un plaisir à lire, mais la langue peut être quand même, je crois, soutenue d'une certaine façon. Mais c'est sûr qu'il y a des dialogues. Alors, si ce sont des jeunes qui parlent bien, ils vont parler comme les jeunes parlent. Oui, voilà. Puis j'aime beaucoup ce roman-là. Pourquoi? Parce que ceux qui aiment la poésie, en fait, ils ont un beau jumelage dedans. Parce que dans plusieurs même des chapitres, il y a une belle partie de poésie qui se trouve là. Oui, et je voulais pas effrayer les gens non plus. Comme je disais tout à l'heure, je sais, les gens ont peur de la poésie. Quand quelqu'un qui n'a pas de connaissances en poésie va lire ça, il va comprendre. Il n'y a aucun problème. Ceux qui connaissent bien, par exemple, Victor Hugo, peu importe, vont voir des clins d'œil à des endroits et puis ça va peut-être les amener à un autre niveau de lecture. Parce qu'évidemment, chaque poète va influencer le personnage et il y a des sous-entendus, il y a plein de petites choses qui arrivent et quelqu'un qui a lu la vie, par exemple, de Rimbaud va dire « Ah oui, OK, pour ça qu'il dit ça ». Alors que l'autre personne, peut-être pas, mais ça ne l'empêche pas de comprendre quand même très bien tout ce qui se passe dans le roman. Est-ce que ça a dû prendre beaucoup de recherche et puis beaucoup de concentration pour écrire ce roman? Bon, moi, j'ai un principe. Pour écrire, il faut que j'ai du plaisir. Je ne suis pas dans le genre écrivain tourmenté, comme rester etc. dans ce coin en train d'écrire, pas de bruit. Non. Pas de bruit. C'est ce que je pensais au début. Je m'étais dit au début, moi, pour écrire, il va falloir que je m'isole, que je ferme les portes, ça demande etc. de ça, la concentration, je me dis. Mais je me suis aperçu qu'à un moment donné, que les distractions qu'il y avait parfois autour m'amenaient à d'autres choses. Alors, je trouvais ça génial. Et puis, non, pour moi, il faut que j'ai du plaisir. Si j'ai pas de plaisir à écrire, je ne l'écrirai pas. Alors, je m'amuse à l'écrire en espérant que les gens vont s'amuser à le lire aussi, bien entendu. Mais ça ne veut pas dire que parfois, il n'y a pas des périodes de frustrantes. C'est-à-dire qu'on écrit quelque chose, puis on dit non, c'est pas ça, il manque quelque chose. Puis qu'est-ce qui manque, puis on ne trouve pas. Puis on s'acharne, on laisse de côté. Parfois, on fait la gueule un peu, on le met de côté, on dit, tiens, arrange-toi tout seul, et on y revient, et puis ça finit par débloquer, et puis à un moment donné, ça donne des résultats. Dans combien de temps pour écrire ça? Ça vous a pris 2 ans? Moi, c'est difficile à dire, parce que, vous voyez, il y en a un que je recommence à écrire, mais ça fait 2 ans qu'il est en plan, je l'avais mis de côté, puis je sais pas, c'est comme ça, et là, tout à coup, bang, ça revient. Mais ça veut dire que ça a mijoté pendant ce temps-là. OK. Alors, mais en général, c'est ça. Ça peut prendre environ 1 an et demi, 2 ans là, à produire ça. Mais c'est une très belle œuvre. Puis là, elle est là. C'est vraiment une très belle œuvre. Là, je le dis. J'ai juste feuilleté, mais je sais que je vais m'asseoir et puis la lire tranquillement avec un chocolat chaud. Elle est disponible pour ceux qui veulent la voir aux éditions Interligne sur le site web. Puis moi, on a parlé beaucoup de la peur de la poésie. Puis je vous l'ai dit, là, je feuilletais le roman et puis je suis tombée sur Le Dormeur du Val. C'est quelque chose que j'ai eu à lire et à travailler en classe et franchement, j'ai pas aimé. Parce que le prof, il était comme en train de nous forcer, là. Et puis c'était de la poésie, on n'était pas comme... Non, la poésie, c'est comme un peu... Alors, vous m'avez dit tantôt que la poésie, on doit
on doit la vivre. Ouais. On doit apprendre à la lire parce que ça prend, je sais pas, une certaine formulation des mots. Oui, mais vous voyez, on part... bon, quelle est la première chose que vous avez vue en regardant le texte? Le trou, c'est ça que j'ai vu, c'est un trou. Parfait. Avant ça? Le dormeur du Val. Eh bien oui, le titre, Le n'est-ce titre, pas? oui. Alors, on a un dormeur, donc on est en lignée, là. On se dit, on s'en va où? C'est un dormeur. OK. Et il est où? Un Val. OK? On descend. D'accord. Regardez comment ça commence. C'est un trou de verdure. Ah, on part donc et ça descend. OK. Ça va? D'accord. De verdure. C'est joli. C'est joli, la Oui, verdure. on continue. Alors, où chante une rivière. Ah, c'est un joli. beau, oui, un beau paysage. Oui. Et puis ça, ouais. Donc, accrochons follement aux herbes des ayons. Je ne sais même pas si j'ai la bonne tonalité en même temps. Bon, ça, c'est un autre problème qu'on a. Regardez, habituellement, les vers en poésie, comme ici, ce sont des alexandrins, donc 12 pieds. OK. Alors, on lit, on arrête à la fin du vers. À l'époque, on lisait comme ça. On recommençait au début, on arrêtait à la fin du vers. Si vous faites ça, ça ne fonctionne pas. D'accord. Parce que là, il y a des mots, à un moment donné, s'accrochant, puis là, tout à coup, on va sur l'autre ligne, follement aux herbes des haillons. Et on... Oh, C'est par rapport à la ponctuation. c'est ça, là, aussi. dire, ben non, il faut que je recommence ma lecture parce que je perds le sens. Mais Rimbaud est un petit ratoureux. OK. Parce qu'il est en train de vous dire en partant, vous allez le relire rendu à la fin. Parce que vous pensiez voulez que c'était comprendre un aussi. dormeur, Ouais. et à la fin, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il y a eu 2 trous et puis on pense à la Il mort. a en deux fait. trous, Ouais. deux trous au côté droit. Et il est là, il est dormeur. Sa poitrine ne bouge plus, ses narines ne bougent pas. Et on dit à un moment donné qu'il est dans la lumière. Au début, il est sous la lumière. À la fin, il est dans la lumière, comme s'il était aspiré par la quelque lumière. chose. Alors, il est mort. Et là, on arrive à la fin, on dit, ah ben mon Dieu, mais il est mort. C'est pas Et ça là, que on j'avais le pensé, relit, oui. et puis là, on comprend, effectivement, accrochant follement aux herbes. Accrocher, c'est violent. OK. Follement, c'est violent, la folie. Oh, là, Ah. je suis dans un autre monde. Là. OK. Alors, vous voyez, et là, ça oriente la lecture complètement différemment. Oh, wow! OK, j'ai eu mon cours de poésie. Finalement, je vais relire Le dormeur du Val. Je vais pas aller avec M. Rimbaud. Alors, qu'est-ce que vous voulez donner peut-être comme message? Il va nous rester peut-être 45 secondes. Pour des gens qui vont le lire, c'était quoi le message? De s'amuser en De lisant de la s'amuser. poésie OK. et de voir une histoire, ou des situations aussi de comment ça se passe dans une classe, dans un cégep. Il y a cette vie-là aussi qui est là. Alors, et puis c'est encore une relation beaucoup, dans mes histoires, je fais des histoires d'amitié. Alors, c'est évidemment une histoire d'amitié entre deux collègues, deux professeurs, entre autres. Alors, cette notion d'amitié-là, elle est fondamentale pour moi. Elle l'a toujours été, elle le sera probablement toujours. Et c'est pour ça aussi, ben, tiens, j'en profite pour inviter des amis. Il y aura un lancement le c'est mardi, c'est mardi? OK. 18 février. OK. Donc, mardi, pas la semaine prochaine, l'autre. Et ce sera à Lautreuil, petit bistrot sur la rue principale à Elmer. Merci beaucoup. Mais ça m'a fait Merci plaisir. beaucoup pour ce bon moment qu'on a passé. Et puis, je vais inviter les gens à la maison à se procurer Dans la peau des poètes de M. Jean Dumont, qui est disponible au www.interligne.ca. Après la pause, on parle toujours de littérature, mais cette fois-ci avec les éditions David. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aurais dû te reconnaître comme une autre partie de moi. Invisible, je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Je t'espère encore, j'y crois, mais j'ai tort. Je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Tout s'arrête là, perdu déjà. Je compte les heures qui nous séparent. Le monde autour semble à l'écart. Je ne vois plus devant ni derrière. Je t'ai perdu, j'ai tout à refaire. J'aurais dû le reconnaître, tu es l'autre partie de moi. Invisible, je tombe sans toi, je tombe
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours littérature et cette fois-ci on va parler de tout ce qui se passe aux éditions David et on va tout de suite commencer avec raconter l'Est ontarien. Oui. Enfin. Oui, parce enfin. qu'on en a parlé plusieurs fois à l'émission. Raconter l'Est ontarien, ça regroupe 40 textes gagnants du concours qu'on avait organisé. Racontez-nous l'Est ontarien. C'était au début de l'automne ou vers... On a lancé au mois d'avril. Au avril, OK. On a donné tout l'été aux concurrents, aux participants. De se préparer, il y avait des formations. Oui, il y avait des ateliers, tout ça. Puis c'est la date de tomber, c'est la fin août. Et puis on a ensuite dû sélectionner les textes. OK. C'était toujours un peu difficile. Il y en avait combien déjà? On avait une centaine? Près de 100. Centaine. Ouais. Puis on a choisi 40. C'était difficile. J'imagine. Oui, puis en même temps, on a eu un jury qui a, formé par des auteurs professionnels qui a choisi les textes. Et on a des textes avec des sujets variés, comme on a des textes qui vont parler de la vie agricole dans l'Est ontarien, parce que quand même, il y a beaucoup de fermes dans la région. Il y a aussi une section qui aborde des tensions linguistiques. Avec les Franco-Ontariens dans l'Est ontarien. Aussi une section sur les drames et tragédies, puis je pense à la crise du verglas, parce qu'on parle beaucoup du Québec, comme ça s'est passé au Québec, mais aussi dans l'Est ontarien, il y a eu la crise du verglas. Oui, moi je l'ai vécu. Je ne savais pas. Ah oui, c'était en janvier, début janvier. C'est plutôt Québec que j'ai en tête, parce qu'avec les infos... Non, parce que tous les poteaux électriques étaient détruits, donc c'était vraiment catastrophique, ça a duré à peu près 2 semaines. Donc il y a un texte qui fait écho, qui raconte ça, cet épisode. Puis on a aussi des textes où c'est des rivières qui parlent de la rivière Nation, qui se racontent un peu. On a des textes où, ça s'appelle la petite princesse d'Embrun. Mais au fond, moi, je pensais que c'était une jeune fille, mais c'est un chat qui raconte un peu... Un chat qui raconte, c'est quoi la vie à Embrun. Donc c'est amené d'une façon originale. Il y a aussi des textes qui apportent la jeunesse dans l'Est ontarien, des souvenirs d'enfance. Fait que c'est des écrivains qui sont de tout âge ici. Qui il y a des amateurs, des écrivains amateurs, il y a quelques professionnels, mais surtout les amateurs. Et donc, ils nous font faire un voyage dans l'Est ontarien, dans un voyage géographique, mais aussi dans l'histoire. C'est ça. Parce qu'on remonte un peu dans l'histoire, comme le patrimoine, tout ça. Donc c'est vraiment une belle occasion de... C'est un beau travail, ça, il faut le dire. Ah oui, on est très contents. Beaucoup d'implications que vous avez eues là. Oui, puis il y a des auteurs d'un peu partout. On en a de Cornwall, il y en a de Hawkesbury, Rockland, Alexandria, Ottawa aussi. Puis justement, sur la photo, parce qu'on a lancé le recueil vendredi dernier. Oui, c'était au Chardot. C'était pas tous là, il y en avait 25 à peu près. Oui, près de la moitié qui était là. Donc, on a lancé le livre vendredi dernier au Chardot à Alfred. Et c'était un très grand succès. Il y avait beaucoup de monde, 150, 160 personnes. 150 personnes qui étaient là, puis surtout, c'était l'atmosphère, une ambiance, parce qu'on fait des lancements de livres quand même assez régulièrement. Mais là, parce que c'était un projet communautaire. C'était une grosse affaire là. C'était vraiment la fête, tout le monde était heureux, les gens sont restés tard, ensuite ils restaient même au Chardot pour souper, donc c'est vraiment un très beau moment. Je suis bien curieux de savoir quand ils ont été sélectionnés, les 40, comme je les avais appelés, c'était quoi leur réaction. Forcément, ils étaient contents, mais... C'était à l'automne dernier qu'on les a contactés. Puis il y en a, pour qui c'était la première fois qu'ils prenaient la plume pour se raconter. C'est ça, parce que c'était tout le monde qui était invité à soumettre un texte. Oui. Puis on l'a vu aussi, la fierté, la joie aussi entourant comme la publication de leurs textes. Leur famille était là, des amis aussi. Donc c'était très, très joyeux comme événement. Et pour nous, c'était important qu'on s'associe à un lieu... C'est une entreprise gérée par des francophones parce qu'on ne voulait pas seulement comme un lieu pour organiser un lancement. On voulait une collaboration avec un organisme francophone. Le Chardot, c'est un lieu... Le village d'Alfred est un peu au centre de Prescott-Russell. Et puis le Chardot, c'est un lieu où il y a eu beaucoup d'activités culturelles, d'événements. Entre autres, on s'est rappelé que la série Franqueur, la série télévisée, qui était très célèbre, qui était une des premières séries franco-ontariennes, se tournait en partie dans ce restaurant-là, le Chardot. Donc les gens retrouvaient même des scènes qu'ils avaient vues à la télévision. C'est significatif en même temps pour eux. Oui, c'est amusant aussi parce que il y avait Vincent Poirier qui a justement fait partie de la série Franqueur, qui était au restaurant ce soir-là, mais c'est parce que son père... Pas pur hasard? Oui, mais non, mais c'est parce que son père justement avait un test. OK. Donc quand je l'ai vu, je me dis il dit mais non, mais mon père a gagné, donc je suis là pour encourager. Donc c'est amusant. Une belle
fête. Ouais. Belle Ben, moi, félicitations parce que je me rappelle qu'on en parlait beaucoup de ça là. Puis maintenant, c'est officiel, c'est ouvert, disponible. Oui, disponible dans les librairies de la région ou directement aux éditions David. Okay. Et l'œuvre de couverture, c'est justement une œuvre de Bernard Lévesque, qui est un artiste de Clarence Creek, oui. Clarence Creek, et donc qui est francophone aussi, qui était aussi au lancement vendredi dernier. Il avait apporté son œuvre, enfin, donc tout était un peu réuni pour que ce soit vraiment un beau moment de plaisir. Moi, je suis juste contente pour vous, là, sérieusement, parce que je me rappelle très bien comment on lançait les appels et tout ça. Et puis, à partir de 100 à 40, là, je suppose que les cœurs se sont un peu déchirés, mais en tout cas, il fallait le faire. Maintenant, il est là, il est disponible, en tout cas. Puis même tout à l'heure, je disais à Marc, j'ai dit, ça fait drôle de relire imprimé. Tout donc fait, finalement, c'est réussi. Puis on est très contents. Parce que Véronique était vraiment la grande coordonnatrice de ce projet. Elle a travaillé fort, Elle a travaillé fort. Fait que félicitations aussi à tous ces 40-là, s'ils nous regardent quelque part. En tout cas, félicitations à eux. Puis on a aussi beaucoup de collaborateurs, les organismes de la région. On pense au conseil scolaire, catholique, public, des microbrasseries aussi qui nous ont soutenus. On a aussi le député Francis Drouin de Prescott Russell. Donc, on a eu beaucoup d'organismes, des bibliothèques aussi qui nous ont encouragés. Donc, le projet n'aurait pas pu se faire sans. On dit que c'est un projet rassembleur, vraiment un projet communautaire rassembleur. Vu comment ça a été la première fois, est-ce qu'on pense à la deuxième fois, je pense, que vous faites ça? Est-ce qu'on on avait eu Raconter Vanier, Racontez-nous Vanier, donc là, c'est l'Océtanien. Oui, on y pense. On mijote quelque chose. Donc, on attend pour avril, parce que c'est dans ce temps-là que vous pensez à ça. Alors, OK. Ben, félicitations encore, mais puis là, maintenant, on va parler de Farida. Oui. Voilà. C'est qui, Farida? Justement, c'est le 3e roman d'une auteure de la région, Monia Mazé, qui est d'origine tunisienne. Et Monia, on l'avait déjà publié du pain et du jasmin en 2014 aux éditions David. Et Monia avait été, justement... connue il y a quelques années parce qu'elle était très impliquée pour libérer son mari, Maher Arar, qui a été faussement accusé et emprisonné en Syrie. Grâce à... Maher avait été déporté par le Canada à la demande des États-Unis et en Syrie. Il a été torturé. Là, on parle d'une histoire vraiment... Oui, et puis c'est grâce à Monia, en fait, qu'il est sorti de prison, qu'il a été rapatrié au Canada. Et Monia en a fait un premier livre qui s'appelait Les larmes emprisonnées. Et ensuite, elle a écrit 3 romans. En fait, Farida, le 3e. Donc, des romans qui sont inspirés, évidemment, par sa jeunesse en Tunisie, puisqu'elle est d'origine tunisienne. Et puis, elle est très intéressée par la condition des femmes musulmanes en particulier, mais des conditions des femmes en général. Et donc là, c'est vraiment, si je peux me permettre de parler un peu du livre, Farida, c'est un peu inspiré de sa grand-mère, mais c'est une fiction. Et donc, Farida, c'est une femme au début, on est dans les années 30 en Tunisie, et elle et sa cousine qui s'appelle Fatma sont 2 jeunes femmes très, très rieuses, charmantes, et elles vont toutes les 2 avoir un destin un peu difficile, un peu terrible même, puisque Farida va être mariée de force par son père, un cousin qui est vraiment un type pas intéressant du tout, dépravé, moche, c'est ça, et donc dont elle va essayer de se débarrasser ensuite d'ailleurs. Elle va réussir à le faire. Et puis sa cousine Fatma a un destin encore pire, puisque elle va être en fait violée par un vieil oncle le soir de la noce. Mais elle aussi va être résiliente, elle va s'en sortir, elle va surmonter ça. Finalement, elle va avoir une vie, elle va épouser finalement un homme qui est très bien par la suite. Donc, ce que nous montre Monia, c'est comment ces femmes ont eu le courage. C'est exactement le courage en elles de dépasser un peu la condition que leur imposait le patriarcat. Qui passe spécifique à la Tunisie, mais qui à cette époque-là était entre autres très, très présent en Tunisie. Les femmes n'avaient pratiquement aucun accès au pouvoir. Et même Farida, dans le fond, elle aimait la langue... on parlait tantôt avec Jeanne Dumont de la langue française. Alors, justement, elle dévorait les livres, la poésie. Victor Hugo, c'est son idole. Mais à un moment donné, le père décide que c'est le garçon qui va continuer les études. Et Farida, elle va... Dans certains pays, c'est toujours quand même d'actualité, malheureusement. Alors, quand elle va se débarrasser finalement de son mari, elle va avoir un fils, Taoufik. Et puis, elle passe son temps entre 2 choses. Elle élève son fils, d'un côté. Et de l'autre côté, elle lit. Elle dévore les livres. Et donc, elle nourrit sa passion pour la littérature française. Parce qu'à l'époque, en Tunisie, tout le monde ne parlait pas français. Alors, mais elle adorait la langue française. Donc...
Elle aurait adoré suivre des cours avec Jean Vivant. J'imagine, là, oui, pour sûr, là, c'est vraiment intéressant. Merci, c'est un peu troublant, hein, ce livre aussi nous permet de réfléchir un peu sur les clichés qu'on impose justement aux femmes arabo-musulmanes. Maghrébines, c'est ça. Puis ça se termine au Canada, puisque Leila, la petite fille de Farida, Farida va élever son fils ensuite. Sa belle-fille va lui laisser sa petite fille, sa fille, Leila. Et donc, elle va élever ensuite sa petite fille, qui, à un moment donné, va avoir une bourse pour venir étudier au Canada. Dans les années 90, juste à la veille du référendum québécois. Et donc, c'est ça un peu la jonction avec ici. Entre ici et l'ailleurs. Voilà. Et puis, Farida va tout faire pour que Leila soit une femme un peu comme Monia Mazik, soit une femme déterminée, une femme forte. Justement, parlant d'Ottawa, on lance pas le recueil, mais le roman Demain soir à la Librairie du Soleil. Oui, de 17h30 à 19h30. Donc, c'est ouvert au public. À la Librairie du Soleil. À la Librairie du Soleil à Ottawa. À partir de quelle heure, on a dit? 17h30. 17h, OK, parfait. Merci beaucoup pour Monia. C'est un peu troublant pour moi. J'étais comme un peu peinée là, pour l'histoire, mais ça reste une fiction, on va le dire. Et là, on va parler maintenant du Le jour se lèvera de Gabriel Osson. Parce que là, on va parler de quelqu'un qui nous vient d'où déjà? D'Haïti? Oui, alors Gabriel, veux-tu en parler? Oui, Gabriel est justement d'origine haïtienne, mais il habite Toronto depuis plusieurs années. C'est son deuxième roman qu'on publie aux éditions David. Le premier, c'était Hubert le Restavek, qui parlait de la condition des Restaveks en Haïti. Et bon, ici, ça ne parle pas de Restavek, mais ça se passe encore en Haïti. Puis, donc, c'est ça parle de... On revisite une page d'histoire en étant en 1964. Donc, en fait, un an après l'assassinat de Kennedy, et aussi quelques années après l'invasion de Cuba, enfin le débarquement de Fidel Castro et des castristes à Cuba. Et donc, c'est une bande de jeunes Haïtiens qui sont dans un mouvement qui s'appelle Jeune Haïti. Environ 13. Là. Oui, mais enfin, le mouvement est aux États-Unis, à New York. Et puis, donc, il y a Henri, un jeune Haïtien quand même assez de bonne famille, qui est allé étudier en Espagne, il est à Barcelone, il fait la grande vie à Barcelone. Puis, il rencontre une fille qui est un peu marxiste, qui a des idées en tout cas très socialistes, qui l'amène et qui lui fait prendre conscience en fait de cette... Parce que lui, il pense plutôt à étudier, à s'amuser. C'est normal, parce que si tu as grandi dans un environnement où... Oui, il veut faire la fête. Et là, il s'en va à New York chez un oncle et une tante, et là, il rejoint un mouvement, Jeune Haïti, justement, qui essaye de résister à la dictature qu'il y a en Haïti, puisque c'est Papadoc, François Duvalier, qui a pris le pouvoir, et puis qui gère le pays avec une main de fer. Et donc, tous ces jeunes-là se retrouvent et puis, en fait, préparent une action pour libérer c'est très, très ambitieux de leur part, mais libérer Haïti du joug de François Duvalier. À 13 personnes. Voilà. Et ils vont organiser un débarquement dans le sud de l'île, près de Jérémie. Et oui, en fait, c'est ça, c'est très téméraire, c'est très, très courageux, mais très téméraire. Et ils pensent qu'à 13, ils vont faire un peu comme Fidel Castro et Che Guevara. En arrivant, ils vont soulever le peuple, le peuple va les suivre et tout le monde va... Et là, ils vont finir par renverser Duvalier. Mais en fait, les choses ne se passent pas du tout comme ça. C'est clair. L'image, la couverture, déjà, elle fait... déjà très... elle porte déjà beaucoup de messages, là, parce que c'est assez poignant comme image. Oui, je peux raconter un peu, parce que... Mais, on va pas tout raconter. Mais effectivement, ça se termine très mal, et... Ça se termine par une fusillade. Deux des 13 qui vont être fusillés pour l'exemple à Port-au-Prince. Et là, c'est sur la place publique. Et donc, tout le monde, toute la population est invitée à regarder. La population est invitée, en fait, probablement forcée même à venir assister à l'exécution des deux pauvres, dont Henri, le personnage principal. D'accord. Et même les écoles, les écoliers sont amenés en autobus pour assister à cette exécution-là. On parle d'une histoire qui est quand même... Oui, s'inspirer de la réalité. On va laisser les gens aller découvrir Le jour se lèvera de Gabriel Osson, qui est disponible... Oui, qui est en librairie depuis le 28 janvier et qu'on va lancer aussi à Ottawa le 13 février à l'ICFO. Et Gabriel organise quelques lancements, dont un à Toronto au mois de mars, à Ottawa au mois de février et à Québec aussi plus tard. D'accord, je suppose que les informations sont sur votre site web. Parfait. Il va nous rester peu de temps. J'aimerais bien qu'on parle maintenant des dépossédés du vieux Voilà, alors voilà. Donc, Pierre-Raphaël Pelletier. Mais Pierre-Raphaël, c'est un artiste visuel et aussi écrivain qui est originaire de Hull, mais qui habitait quand même pas très longtemps en Ontario, qui habite toujours
à Ottawa. Et donc, il a été très impliqué, très engagé dans le milieu francophone pour des organismes culturels. C'est dans les défenseurs des arts. Oui. Et donc, ça, c'est un récit poétique dont l'action se passe dans le Vieux-Hall, à une époque où, Enfin, tout le centre-ville de Hull a été démantelé. Les gens ont été expropriés pour bâtir les fameux, la fameuse place du partage, 1, 2, 3, et les édifices gouvernementaux. Alors que, mais le cœur de Hull était une ville qui est vraiment une âme, qui était très vivante, surtout au centre-ville. Bon, il y avait des choses un peu illicites qui se passaient là, mais il y avait des salles de spectacle, il y avait un peu de prostitution, il y avait des salles de jeux. En tout cas, c'était ça le Vieux-Hall, mais il y avait aussi beaucoup de familles qui habitaient là. Et là, elles vont être expropriées et sous le coup des promoteurs, tout le centre-ville va être balayé. Et donc Pierre revient sur cette époque qu'il a connue quand il était jeune enfant, en fait. Puis justement, sur la couverture, il y a des maisons allumettes. Les maisons allumettes, où habitaient justement beaucoup de ces gens-là, qui étaient des gens assez simples, hein, c'était des classes ouvrières, beaucoup. Et donc Pierre revient sur cette époque. Puis c'est un peu entremêlé de passages historiques où il raconte un peu ce qui s'est passé et puis de passages plus personnels. Des réflexions. Donc un peu son histoire, lui et son frère, qui était animé par la poésie. C'est vraiment le... Oui, aujourd'hui on tourne beaucoup autour de ça. Monsieur Dumont aurait dû rester avec nous aujourd'hui. OK, donc Pierre Raphaël, c'est vraiment comme juste l'histoire de... Donc c'est un récit. Ce qui a été apporté aujourd'hui, là, c'est tirer un peu des faits. C'est un peu tiré des faits, mais là, c'est un peu plus poétique aussi. Et puis, il y a une part d'autofiction, donc puisqu'il est... Il y a des petites... Donc c'est à la façon de Pierre Pelletier, donc c'est un peu des bribes, c'est pas une histoire tout à fait continue, des petits chapitres qui s'intermènent avec et de la poésie. D'accord, déjà lancé ou en préparation? On va organiser une activité en mars à la librairie Bouquinard. Ce sera un entretien avec Roger Blanchette, qui est un historien de Hull, justement, et avec Pierre. Donc les détails restent à suivre. Mais Pierre sera au Salon du livre de l'Outaouais. Donc on parle après la pause. Fait que je vous garde avec moi. Je vous garde aussi avec moi parce qu'au retour de la pause, on parle du Salon du livre d'Outaouais qui s'en vient vous regarder entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. À la prochaine émission de Lumière et d'Être, je recevrai Cédric Parent, livreur de vision. Il vous fera découvrir ce qu'est l'entrepreneuriat de cœur et comment l'appliquer au quotidien. De Lumière et d'Être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec les éditions David, Véronique et Marc sont avec moi. Et là, on va parler du Salon du livre de l'Outaouais, qui a un titre que j'aime bien, là. De quel livre que tu te chauffes, là? C'est ça, parce que le Salon du livre a lieu tous les ans en plein hiver. Ouais. C'est le premier salon du livre, parce qu'il y en a 9 au Québec. C'est le premier qui ouvre le bal. Qui ouvre le bal, voilà. Et puis, c'est justement en février, il y a toujours de la neige, fin février, début mars. Donc, c'était ça un peu l'idée. J'en parle parce que je suis sur le conseil d'administration du salon. Président. Voilà. Félicitations. Oui, merci, voilà, c'est ça. Et on lançait d'ailleurs, c'est hier la conférence de presse où justement on dévoilait une grande partie de la programmation. D'accord. Et donc c'est ça sur le thème de quel livre tu te chauffes. Ouais. Alors on découvrait quelques invités d'honneur
Et puis on parlait aussi des activités, mais là on peut aussi parler de... Donc David, évidemment... rester 30 secondes. Ouais, nous, on y sera avec Pierre-Raphaël Pelletier-Veillette en entretien, Jean Beaujoli, qui est invité d'honneur de l'Ontario français. Monia aussi sera là. On a aussi Gabriel Leçon qui y sera. Donc, une belle brochette, en tout cas. Anouk Chette et Henriette Levasseur. Oui, on en a parlé. Déjà, donc pour nous, c'est un salon très important parce qu'on a beaucoup d'auteurs dans la région. Et puis, c'est l'occasion de rencontrer les lecteurs et les lectrices. Et nous, bien sûr, on sera là aussi sur place. Effectivement. Merci beaucoup à tous les deux. C'est bon, on attend juste d'être sortis. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez TV Rogers.